Bonjour à toutes et tous. Nous voici de nouveau réunis pour une troisième conférence du mois des droits des femmes, co-organisée avec la Mutualité française, MGN, Mutel, la ville de Dijon, les entrepreneuses heureuses, Elle à Dijon et l'université. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Vachereau et Olivia Chalouin pour cette conférence. Et nous allons laisser la parole à Kildine Bataille, maire adjointe égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, on va faire les deux pour faire plaisir à tout le monde, à la mairie de Dijon, avec la participation aussi de Lynn Montero, conseillère municipale, qui soutient toutes les actions de ce mois de mars. Voilà. Merci à toutes et bonne conférence. Merci Kildine. Merci Marie, donc c'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir cette 4e conférence du cycle Dijon c'est Capitale engagée par la ville de Dijon, aux côtés des partenaires que vient de citer Marie-Thérèse Pugliese. Je tiens à remercier tout particulièrement ma collègue conseillère municipale Ludmila Montero et Marie Pugliese pour leur aide précieuse quant à la préparation et à l'animation de cette conférence dédiée aux femmes en situation de handicap, grandes oubliées des violences faites aux femmes. Cette conférence se fera à 2 voix, Marie vous l'a dit, et je remercie très chaleureusement 2 femmes exceptionnellement engagées. Donc la première voix sera celle de Stéphanie Vachereau, conseillère municipale de Dijon, déléguée au handicap et à l'inclusion. Et la seconde voix sera celle d'Olivia Chalouin, une aventurière handicycliste qui parcourt des milliers de kilomètres sur un vélo adapté dans le cadre de son projet Push Bush. Olivia nous parle aujourd'hui depuis la Namibie. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir avec nous, merci. Alors, très rapidement, avant de leur céder la parole, vous dire ici que, en tant qu'élue locale, en tant que femme, je considère que la lutte contre les violences faites aux femmes concerne toutes les femmes dans leur diversité et que cette lutte ne doit pas oublier les femmes en situation de handicap qui sont particulièrement vulnérables aux violences. En effet, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, ces violences menacent les femmes en situation de handicap dans tous les aspects de leur quotidien, dans les institutions spécialisées, au domicile, au travail ou dans les transports. Elles peuvent être commises par des professionnels comme par des proches et concernent tous les âges de la vie. Or, c'est un sujet encore trop tabou. Alors, changeons notre regard, nous toutes et tous, citoyennes et citoyens, élus locaux et acteurs de la chaîne judiciaire, sur les femmes en situation de handicap afin que la femme et la citoyenne soient plus visibles que la personne handicapée et que la parole des victimes soit entendue. Bonne conférence à toutes et à tous et à tout à l'heure. Stéphanie Vachereau, on va vous laisser la parole à votre tour, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici et de participer à ce mois du droit des femmes. Merci à la MGN, la Mutualité française, tous les partenaires, l'association Elle à Dijon. Merci infiniment à Marie-Thérèse Pugliese et Ludmila Montero et un tout particulièrement grand merci à Kildine Bataille pour avoir lancé cette thématique si peu, voire pas ou jamais traitée, cette cause oubliée du combat des femmes. Merci pour cette je dirais, voix qui est donnée aux personnes handicapées. Alors, n'étant pas moi-même handicapée, mais je suis déléguée donc à la ville de Dijon au handicap et à l'inclusion. 2 mots importants. Il est vrai que les femmes en situation de handicap sont des femmes invisibles. Très longtemps oubliées des politiques publiques et des combats féministes. Elles apparaissent uniquement, par exemple, dans le 4e et le 5e plan interministériel contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a eu quand même trois plans avant de penser à ces femmes-là. On a néanmoins très peu de statistiques sur ces violences et aussi très peu de revendications. Il est vrai que les femmes en situation de handicap ont déjà leur combat face au handicap pour gérer leur handicap, gérer toutes les difficultés qu'elles ont au quotidien.
et aussi faire face à la dévalorisation souvent dont elles peuvent être victimes au quotidien. Donc leurs revendications publiques viennent après tout ça, et il est temps effectivement de les entendre. Et dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que le handicap accroît le risque de violence, mais à contrario, la violence accroît également le handicap. C'est-à-dire que ce soit les violences physiques ou les violences psychiques sont source de handicap également. Et enfin, les femmes en situation de handicap, on est à la croisée de deux thématiques, de deux combats, que ce soit le handicap et les femmes. Et donc, je suis ravie de partager cette tribune avec Olivia Chalouin, que je vais laisser se présenter. À vous, Olivia. Ah, faut ouvrir le micro, Olivia. Il n'est pas ouvert. C'est fait pourtant. Ça y est? Normalement, tu m'entends. Normalement, tout le monde m'entend. Merci Stéphanie. Merci à toutes pour cette belle invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette rencontre. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphanie, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup l'occasion jusqu'à présent de pouvoir m'exprimer en tant que femme et handicapée. C'est une tribune que je prends bien volontiers. Je vous remercie énormément toutes pour ce temps que vous m'accordez. Je vais pouvoir vous parler du handicap de l'intérieur, dans la mesure où je suis handicapée de naissance. Je suis entre autres aussi coach de vie professionnelle et aventurière à vélo. Le handicap m'a permis, disons qu'au début à l'adolescence et jusqu'à 20-25 ans, j'ai eu beaucoup de mal à accepter le statut de personne handicapée. Et puis avec le temps, j'ai essayé d'en faire une force et de construire mon propre parcours de vie qui, vous le verrez tout au long de la conférence, se dessine et continuera à se dessiner, à mon avis, en dehors des sentiers battus. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de développer tout ça plus tard. Olivia, votre handicap n'est pas visible. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment il se présente? Alors là, il n'est pas visible parce que je suis assise devant un ordinateur. Debout, il est plus visible. En tout cas, il est trop visible pour moi. Certaines personnes diront qu'on ne le voit pas beaucoup, mais moi, je le vois beaucoup trop. En fait, c'est une invalidité motrice cérébrale. C'est dû au fait que quand je suis née, déjà, je suis née prématurément. Et apparemment, d'après ce que je sais, et je sais pas tout, mais j'ai pas respiré tout de suite à ma naissance, et donc ça a fait des séquelles neurologiques. C'est-à-dire, pour ceux qui sont calés en médecine, j'ai des synapses qui sont morts en fait dans le cerveau, et en fait, c'est mon cerveau qui est affecté. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la coordination, de l'équilibre et des automatismes ne fonctionne pas chez moi. Tout ce qui est de l'ordre de l'automatisme chez quelqu'un de valide, entre guillemets, doit être réfléchi. Parce que si je réfléchis pas un mouvement, ben, il se fait pas ou il se fait mal. Ça pose au quotidien pas mal de petits soucis, voilà, avec lesquels je vis. Enfin, j'ai toujours vécu avec, donc ça me pose à moi pas de problème. Ça peut poser pas mal de problèmes aux autres. Voilà. J'imagine que ça n'a pas dû être simple tous les jours. À quel type de violence avez-vous été confronté justement par rapport à ce handicap? À plusieurs types de violences, je les classerai en 3 catégories. Enfin, en tout cas, des violences psychologiques, en tout cas, dans 3 domaines différents. Le professionnel, le sportif et le médical. Alors après, moi, j'ai eu la chance, et je touche du doigt, de ne pas avoir subi de violences physiques, mais psychologiques et quotidiennes, ça arrive tous les jours. Notamment au début de mon parcours professionnel, quand il s'agit pour toute jeune femme de s'insérer, entre guillemets, dans la société actuelle.
Alors, on a un parcours. Moi, j'ai un parcours universitaire. J'ai fait des études en lettres modernes. Je me destinais à être prof de français, d'allemand et d'espagnol. Et puis, les études, bien sûr, se sont bien passées. Et au moment d'affronter, entre guillemets, je le dis volontairement ce terme-là, d'affronter la vie professionnelle, les ennuis commencent parce qu'il est difficile de se faire engager déjà, parce que les personnes qui vous engagent, souvent, ils vous disent non. Ils vous disent non, pas uniquement non, mais de façon relativement violente. Ensuite, pour moi, la deuxième violence, ça a été pas les élèves. Avec les élèves, ça s'est toujours très, très bien passé parce que j'ai toujours joué carte sur table avec eux, j'ai toujours tout expliqué. Les parents, par contre, ça a été très dur parce que beaucoup m'ont dit clairement et presque frontalement, j'en ai 4 en tête là qui m'ont dit moi, je ne vous confierai jamais mon enfant. Donc, ils vont changer leurs enfants de classe pour pas qu'ils soient en contact direct avec moi. Peut-être parce que j'étais pestiférée, j'ai l'impression qu'il fallait pas que je les approche. Bon, voilà, et tout ça, la vie professionnelle pour moi a été jalonnée de refus au niveau des entretiens d'embauche. Dans tout ce que j'ai essayé de faire, voilà, de rentrer dans entre guillemets, une case, parce que dans la société dans laquelle on vit, il faut bien, entre guillemets, se caser. Et ben, j'ai fini par comprendre que la vie professionnelle normale, entre guillemets, ne voudrait pas de moi. Et donc, j'ai fini par construire ma propre voie en dehors des sentiers battus. J'ai fini par monter ma propre entreprise et à faire ma vie comme je le souhaitais. Peut-être que finalement, pour répondre à votre question, peut-être que finalement ça m'a servi parce que peut-être que si j'avais pas été handicapée, j'aurais raté des opportunités que j'ai eu l'occasion de saisir du coup pour construire une vie qui me corresponde. Après, il y a eu au niveau médical, moi j'ai beaucoup vu de neurologues tout au long de ma vie et je continue à en voir et chaque fois c'est une épreuve. C'est une vraie épreuve parce que les paroles des médecins sont certainement très justes médicalement parlant. Après, humainement, c'est dur. C'est très très dur. Le dernier que j'ai vu m'a dit une personne comme vous devrait être appareillée depuis longtemps, vous ne devriez pas pouvoir marcher. Je comprends pas comment vous faites. Je dis, ben, attendez, mettez pas des gens que dans des cases comme ça. Je ne suis pas. Voilà, on est tous des individus et on devrait être considéré comme tel. Et j'ai l'impression qu'en tant que personne handicapée, on n'est plus un individu, on est un cas. Alors moi, j'ai le cas. Chaque fois que je vois un médecin, je suis un cas. Donc c'est un peu difficile. Et puis au niveau sportif, après, attention, parce que je suis femme, cycliste et handicapée. Vous imaginez bien que quand je rentre dans un magasin de vélo, c'est pas facile. En général, on a envie de me vendre un vélo panier avec 3 roues, parce qu'on me dit que je peux pas rouler, quoi. Donc voilà, pas facile, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que j'ai passé la quarantaine, que je me dis qu'aujourd'hui, bon, j'ai passé le plus dur, je me suis construit ma vie, je suis bien dans ma vie. Après, les difficultés du handicap sont toujours là, mais j'apprends à les accepter de plus en plus tous les jours. Donc, et puis j'ai la chance d'être très bien entourée, mes proches m'aident beaucoup. Enfin voilà, moi j'ai l'impression de vivre dans un cocon que je me suis construit. Quand je sors du cocon, je me fais mal. Donc je reste, je suis bien dans mon cocon. Merci Olivia. Du coup, ça fait une bonne transition, Stéphanie. Est-ce que vous-même, vous avez déjà été témoin de situations violentes, donc comme on l'a dit, différentes formes de violence, par rapport à des personnes en situation de handicap? Non, personnellement, non. J'ai jamais assisté à des scènes de violence, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Et heureusement pour la personne qui aurait commis ces violences, parce que peut-être que moi je le serais devenue. Mais il faut savoir que 60% des violences faites aux femmes interviennent au sein de leur domicile. Soit par leurs conjoints, soit par leurs proches.
Donc 60%, c'est quand même pas mal. Et il reste aussi 40% en dehors du domicile, mais voilà, c'est quand même beaucoup. Du coup, Olivia, quelles difficultés vous rencontrez quand vous vous déplacez dans l'espace public? Parce que là, on a parlé des violences que vous avez vécues tout au long de votre parcours professionnel, personnel, mais côté pratico-pratique, au quotidien, dans la ville, comment ça se passe? C'est difficile, hein, c'est difficile parce que les trottoirs sont compliqués pour moi. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dois réfléchir à chaque mouvement pour qu'il se fasse et parfois même en le réfléchissant, il se fait pas. C'est-à-dire que les chutes sont nombreuses. Donc dès qu'il y a un obstacle sur la route, c'est compliqué. Un trottoir est compliqué, un escalier est compliqué. Mais finalement, pour moi, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué aujourd'hui pour moi dans l'espace public, c'est le rapport des gens lambda avec le handicap. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on se rend compte que j'ai une difficulté, le ton devient condescendant et très mal. Enfin, je le vis très mal. Cette espèce de regard condescendant. Soit il est condescendant et on veut absolument me fournir une aide dont j'ai pas besoin, j'ai juste besoin qu'on se mette. Alors je sais que c'est difficile, se mettre à la bonne place quand on aide quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est jamais facile. Mais il y a soit de la condescendance qui est assez difficilement supportable pour moi, soit de la violence verbale. Alors ça, moi, je suis un petit peu comme Stéphanie, j'aurais tendance à vite monter sur mes grands chevaux. Et grâce à mon mari, je me calme un peu, il me dit arrête, t'énerve pas, ça sert à rien. Mais exemple, pour être très concrète, exemple, quand après une bataille de 2 ans, j'ai fini par obtenir la carte de parking, comment on appelle ça, la carte de priorité parking personnes handicapées. Et en général, quand je me gare sur une place handicapée et que je sors debout, parce que je suis debout, souvent, la réaction des gens autour de moi est violente, vraiment très violente. On me dit, vous n'avez pas à rester là, vous vous rendez pas compte, c'est pour quelqu'un qui est handicapé, je vais aller appeler la préfecture. Et bon, enfin, il y a eu plein de réactions très très violentes et j'ai l'impression aujourd'hui que les gens lambda, le grand public n'est pas éduqué ni au handicap ni aux différentes formes de handicap parce que le handicap c'est large, il y a autant de handicaps que de personnes handicapées et moi c'est pas parce que je suis debout que je rencontre pas de difficultés pour marcher et j'ai pas forcément envie de chaque fois raconter ma vie, raconter mes difficultés à n'importe qui. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait que je fasse pour calmer tout le monde. Et je suis un peu à bout de force, au bout du rouleau, là, j'ai plus envie, quoi. Donc, en général, quand je suis à bout du rouleau, je monte sur mes grands chevaux et j'envoie des scuds moi aussi. Et c'est certainement pas la meilleure façon pour éduquer le grand public. Et j'en suis désolée, mais ça sort comme ça sort. Non, mais ça peut se comprendre au bout d'un moment. La patience a ses limites. Du coup, Stéphanie, ça me permet de rebondir par rapport à ce qu'a dit Olivia. On peut voir que les violences, elles sont aussi parfois sur l'espace public. Vous, en tant qu'élu, quels sont vos moyens d'action? Quels seraient les dispositifs sur lesquels vous pourriez vous appuyer? Ça commence déjà par une meilleure connaissance du phénomène sur la situation des personnes en situation de handicap d'une manière générale et des femmes en situation de handicap plus particulièrement. Donc à la mairie de Dijon, on vient de lancer une étude sur le sujet. Qui est en cours. Donc, j'attends avec impatience les résultats, justement, parce que, de toute évidence, c'est un sujet éminemment transversal qui intervient et touche tous les sujets, toutes les strates de la société, le sport, la culture, l'emploi, l'aide sociale, la vie au quotidien proprement dit, les mobilités, vraiment tout l'ensemble de la vie, parce que c'est tout ce qui nous touche nous tous. Donc voilà, donc de toute manière,
d'une manière générale, il existe très peu de statistiques. Comme je viens de le dire, il faut agir sur cette transversalité et du coup le renforcement de la coordination. Donc la coordination, elle se fait déjà au sein du conseil municipal avec l'ensemble des conseillers municipaux. Bon, il est vrai que plus particulièrement, par exemple avec Kildine Bataille sur la violence faite aux femmes, sur l'égalité hommes-femmes, sur aussi des questions d'intergénération, des personnes âgées, mais encore une fois sur l'ensemble des questions et des postes de la municipalité. Et puis, donc, mon travail à moi, tel que je le vois en premier lieu, c'est d'être le poil à gratter de tout le monde. Désolée, c'est de mettre la question du handicap dans chaque projet. Pour l'inclure justement dans tous les projets qui sont portés par la ville et revenir aussi bien évidemment sur ceux qui sont déjà faits. Mais c'est ramener la cause du handicap, rappeler que ce sont des personnes qui font partie à part entière de la société, qui sont là à part entière, qui existent et qui doivent exister pleinement. Évidemment, c'est aussi le renforcement avec les associations. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que ce renforcement se fasse au-delà des associations de personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de raison que sur les questions de handicap, dans les commissions qui existent, il n'y ait pas par exemple, les associations féministes. Parce que voilà, elles ont à apporter leur regard et qu'il faut que justement la question du handicap sorte de l'entre-soi, que les commissions ne soient pas que pour les associations de personnes en situation de handicap, mais touche aussi les associations féministes, mais les associations de transport, d'usagers du transport, enfin voilà, toutes ces associations qui font que la place des personnes en situation de handicap et à toutes les strates de la société. Et on peut aussi agir, particulièrement pour les femmes, sur les cellules d'écoute qui existent. Elles existent déjà, mais les rendre accessibles, mais accessibles dans le sens handicap du terme. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'il y ait des systèmes de traduction de langue des signes. Il faut qu'il y ait des systèmes de ce qu'on appelle de FALC, c'est-à-dire que c'est de facile à lire et à comprendre, parce que le FALC alors, pour ceux qui connaissent le FALC, on pense souvent au FALC pour les documents écrits, mais on peut faire du FALC également pour les standards, par exemple, pour le système de communication avec les personnes. Je viens de lancer donc un système de traduction simultanée qui pourrait être mise en place sur l'ensemble des pôles d'accueil de la ville, aussi bien en langue des signes. Mais alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent les questions du handicap ouvrent des portes sur des questions et des mises en place d'actions qui peuvent servir à tout le monde. Par exemple, le 3949, qui a été très utilisé, notamment en période de Covid, au tout départ, était un numéro pour les personnes en situation de handicap auditif. Et voilà comment le 3949 a été mis en place. Et donc, quand je vous parle de traduction simultanée en langue des signes, mais c'est en langue des signes, mais aussi en sous-titrage, avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les smartphones, les ordinateurs. Donc, tous ces outils, donc langue des signes, sous-titrage, mais aussi traduction en anglais, en arabe, et ça peut être, quand je vous dis des traductions simultanées, c'est avec une connexion à 30 secondes. À 30 secondes, vous avez un interprète qui peut faire l'interface entre, par exemple, des entendants et des non-entendants, etc.
Et donc ça, c'est typiquement aussi le type de service et de mise en place de systèmes qui peut servir aussi bien les personnes âgées qui ont des difficultés pour entendre et avec qui un sous-titrage peut très bien est utile, mais les non-francophones, les migrants, etc., pour une meilleure communication. Donc encore une fois, la question du handicap est un point de départ et peut apporter des solutions si on les prend en compte à plein d'autres publics et d'utilité beaucoup plus généralisée. Et enfin, quel levier peut être mis en place, c'est poursuivre l'inclusion, bien évidemment. Alors, au sein de la mairie et au sein des agents de la mairie, par exemple, le taux légal d'emploi des personnes en situation de handicap est de 6%. Alors, suivant les services entre la mairie et la métropole, on a un taux d'emploi des personnes en situation de handicap qui va de 9,48% à 12,5%. Et la politique affichée de la mairie et de notre maire François Rebsamen, c'est de dire que par exemple 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Et donc la politique de la vie, c'est de la ville, pardon, c'est que les agents qui sont victimes de ces situations de handicap sont gardés à la ville et sont ou maintenus dans leur emploi ou bénéficient de reconversion, mais en tous les cas sont gardés à la ville. Donc je trouve que c'est vraiment un exemple et la ville de toute façon se doit d'être exemplaire, pardon. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose qui au quotidien est fait au niveau de notre agglomération. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivre l'inclusion, c'est rappeler dans chaque dossier qu'il faut prendre en compte la dimension du handicap et tous les handicaps. Parce que souvent, pour le grand public, le handicap, c'est souvent justement les personnes en fauteuil roulant. Alors, à partir du moment où une personne est sur ses deux jambes, ou alors si elle n'a pas une canne blanche, elle n'est pas en situation de handicap. Il y a toutes les personnes qui ont des problématiques cardiaques, des problématiques de souffle, des problématiques de coordination et évidemment la surdité qui ne se voit pas. Et pourtant, comme l'a dit Olivia tout à l'heure, ça ne se voit pas. Donc, à chaque fois, les personnes sont obligées de se justifier. Et il faut savoir que les personnes en fauteuil roulant, c'est pas la première cause de handicap. Donc on est loin voilà du visible. Et c'est une des grandes difficultés du handicap. Olivia, je sais que le terme d'inclusion vous fait réagir. Votre micro est fermé, Olivia. Vous m'entendez ? Votre micro est fermé, Olivia. Le micro est fermé, voilà. Très bien. Oui, désolée, j'arrivais plus à trouver la souris. Je suis désolée. Oui, parce que vous nous faisiez part du fait que vous vous sentiez exclu de la société et discriminé. Vous cherchez un peu votre place quand même. Et en même temps, le terme d'inclusion vous fait réagir, parce que lorsque nous sommes entretenus dernièrement, c'est quelque chose sur lequel vous aviez réagi et j'aimerais bien vous entendre sur ce thème-là. Puis après, je vous relayerai quelques questions qui apparaissent sur le chat. Eh ben, disons que pour répondre à votre question, le terme même d'inclusion me déplaît fortement. Alors je sais que les personnes qui nous dirigent font avec ce qu'elles ont et que c'est facile pour personne, mais quand vous êtes à la place de la personne handicapée, le terme inclusion, en fait, au lieu d'enlever des barrières, pour moi, il en rajoute. Parce qu'en fait, il met le doigt sur la différence. Au lieu de gommer la différence, il l'amplifie. Et du coup, moi, c'est un terme qui m'a toujours qui m'hérisse le poil, en fait. Je peux pas vous dire mieux que ça. C'est vraiment physique. Mais je sais que c'est difficile et je sais qu'en fait, pour moi, là, finalement, j'y ai réfléchi pas mal. J'ai l'impression que le terme inclusion, il est plutôt à destination des valides et du grand public.
et peut-être qu'il peut servir justement à expliquer, à éduquer le grand public aux différentes formes de handicap. Maintenant, si je fais pas cet effort de réflexion-là et de me dire attends, c'est pas contre toi, c'est pour les autres, mais j'ai vraiment besoin de faire cet effort de réflexion, de me dire attends, c'est pas pour t'exclure, c'est pour inclure les autres. Et c'est une gymnastique mentale que j'ai mis du temps à faire et que je mets toujours du temps à faire parce que c'est viscéral. mais voilà, pour moi le combat entre guillemets sera gagné le jour où le terme inclusion n'existera plus et dans un monde idéal pour moi où les personnes handicapées et les gens valides vivront, alors après ça fait un peu bisounours ce que je suis en train de dire, mais vivront dans un monde où tout le monde est égal et il y aura plus de différence en fait. Le terme inclusion aujourd'hui, il marque cette différence-là. C'est en ça qui me dérange beaucoup. Mais voilà, c'est rien de personnel contre les gens qui travaillent dans les services. Le micro est coupé de nouveau, Olivia. Non, normalement pas. Non, mais voilà, je vous laisse la parole. Sauf si vous voulez que je rajoute quelque chose, mais. Mais Stéphanie, on vous laisse réagir là-dessus, puis après, je poserai les 2 autres questions à Olivia. Évidemment, je ne peux qu'approuver ce que Olivia vient de dire. C'est comme si vous me demandez aujourd'hui où en est l'inclusion, c'est comme si vous me demandiez où en sont les discriminations. C'est exactement la même question. Donc où on en est, on en est loin de laisser tomber le terme d'inclusion. Malheureusement, certains pays y arrivent. Dans les pays du Nord, bien évidemment, où aujourd'hui, je crois aujourd'hui ou hier, la Belgique a inscrit le handicap dans sa constitution. Les pays du Nord, il n'y a plus de ministre ou de secrétaire général au handicap. Les toilettes, il n'y a plus des toilettes handicapées et toilettes hommes. En plus, vous avez remarqué que souvent les toilettes handicapées sont chez les femmes. Bref, on revient à ma croisée des causes tout à l'heure. Et donc voilà, dans ces pays-là, il n'y a plus de question du handicap parce que dans une construction de bâtiment, il y a des WC pour tout le monde, il y a des appartements pour tout le monde, les rues sont pour tout le monde, les accès dans les magasins sont pour tout le monde, et voilà, la question du handicap n'existe plus. Donc on en est sur le chemin, on est passé de rien à la notion de inclusion. C'est pour moi une étape intermédiaire et j'espère que ça va le rester le moins longtemps possible. Mais comme vous l'avez dit, Olivia, c'est un moyen et un vocabulaire pour permettre aux non-handicapés d'intégrer cette notion de l'autre. J'ai vu qu'il y avait, alors je reprends des questions dans le chat et j'ai vu qu'Olivia, vous avez répondu à l'une d'entre elles, mais c'est bien que peut-être tout le monde l'entende. Une question, avez-vous subi des discriminations et violences qui sont en lien avec le fait que vous êtes une femme? Oui, donc j'ai répondu dans le chat, mais je vais le refaire. Si, normalement c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Je suis loin, c'est pour ça. Oui, donc la réponse que j'ai faite, je vais vous la refaire par oral, c'est que je pense que je suis peut-être plus victime de violences verbales parce que je pense qu'en tant que femme, les gens doivent penser que je suis moins prompte à me défendre en fait. Comme de toute façon, l'égalité homme-femme, c'est pas encore le cas. Enfin, on n'en est pas encore là où on aimerait y être. Du coup, en tant que femme et handicapée, je pense que ce que je ressens moi souvent, c'est que les gens, j'ai l'impression d'être un peu des déversoirs de comment dire ça, de mauvaise humeur quelque part. Voilà, je suis une proie facile entre guillemets. Les gens peuvent déverser leur fiel. De toute façon, je répondrai pas parce que je suis une femme et je suis handicapée. Donc, ça permet je suis un peu à l'exutoire. J'ai cette impression-là.
Et peut-être je suis plus un exutoire parce que de toute façon, comme je suis une femme, je suis moins prompte à me défendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, c'est de cette façon-là que je le ressens. 4 femmes sur 5, 4 femmes handicapées sur 5 se disent victimes de violences, quelle qu'elle soit. 4 sur 5. Ludmilla, je te laisse prendre la question de Laureline. Oui, tout à fait. Stéphanie, je pense. Oui, c'est ça. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une question de Laureline qui demande est-ce qu'il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place pour aider les associations justement à s'équiper et à se former pour répondre à ces besoins d'accessibilité? Oui, enfin, comme toute association, il faut faire des demandes. Alors, à la délégation du handicap, j'ai pas de budget. J'ai pas de budget, donc ça sera pas moi qui vais vous le donner, ce budget, je suis désolée, mais néanmoins, je peux appuyer votre demande en fonction de cet équipement. Est-ce que c'est un équipement sportif? Parce que l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs sont parfois pas par manque de volonté, mais par manque de matériel. Donc là, la mairie et différents services, que ce soit ou le CCAS ou le sport, ou enfin on peut trouver un moyen s'il faut acheter par exemple un vélo spécifique, on peut contribuer au financement de ce genre de choses. Donc voilà, en fonction de la thématique et du besoin de subvention, on s'adressera à des services différents ou des délégations différentes. Mais effectivement, c'est typiquement le type de sujet qui doit et peut être aidé par des subventions. Merci Stéphanie. Et du coup, Olivia, on n'a pas évoqué le fait que vous n'êtes pas née en France, vous êtes née en Colombie. Vous avez fait part du fait que vous souffriez quelquefois de ne pas trouver votre place. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu ce besoin d'aller voir ailleurs, de sortir de l'Europe? Bah, certainement, parce qu'en fait, je me suis longtemps battue entre 18 et 28 ans. Je me suis battue pour, entre guillemets, faire ma place, c'est-à-dire trouver un travail, faire ma vie, entre guillemets. Et à force d'être sujette à des refus, nombreux, variés et répétitifs, j'ai fini par me dire que peut-être que la société, suisse, française et même européenne, peut-être que la société ne voulait pas de moi et qu'il fallait que j'aille chercher ailleurs un autre modèle qui peut-être me correspondrait plus et qui me laisse ma place. C'est certainement un des leviers et une des raisons pour lesquelles j'ai décidé un jour de partir à vélo en dehors des frontières, oui, pour voir si c'était mieux ailleurs. Et du coup, pourquoi cet engouement pour le vélo? D'où cette idée de partir dans des périples lointains? Là, il y a deux questions en une. Je vais répondre à la première. Pourquoi cet engouement pour le vélo? Je pense que la raison principale que j'ai mis du temps à comprendre aussi, mais qu'aujourd'hui j'assume complètement, je pense que sur le vélo, je me répare. Il y a une espèce de démarche de réparation du moi narcissique. Après, c'est de la psychologie, mais voilà, j'ai un rapport à mon corps défaillant qui est difficile. Quand je suis debout sur mes deux pieds, c'est difficile à vivre, souvent, dans le quotidien. Et puis, en fait, quand je me mets sur mon vélo et que je suis sur mes trois roues, du coup, j'ai les portes du possible qui s'ouvrent. Je me rends compte que je suis capable de faire des jolies choses, quoi. Et du coup, ça répare la vision que j'ai de mon corps. Et petit à petit, je me dis que finalement, même avec un corps un peu cassé, on peut faire des trucs sympas. Ce que je peux difficilement faire dans ma vie quotidienne, je le réalise sur mon vélo. C'est plus que des trucs sympas, parce que vous allez où avec votre vélo? Un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance de faire un tour du monde avec mon mari à tandem sur un vélo de place. Je suis allée en Laponie pour voir le Père Noël, pour
En général, je vais conquérir des rêves d'enfant. Donc, je suis allée au pays du Père Noël pour voir les aurores boréales et le Père Noël. J'ai raté le Père Noël. J'ai vu les aurores. Et puis là, je suis en Afrique pour aller, voilà, vivre le livre de la jungle grandeur nature. Donc, je vois les phacochères, je vois Pumba, je vois le roi lion. Je réalise des rêves d'enfant. Et puis, en même temps, en m'éprouvant sur ma machine, je me rends compte que physiquement, je vaux quelque chose quand même. Donc, je me répare. Vous dites, c'est assez fort ce que je vaux quelque chose parce que c'est le souci de toute votre vie, cette estime de soi, valoir quelque chose dans notre société. Bah, en tout cas, moi, aujourd'hui, par rapport entre moi et moi, je pense que c'est réglé. C'est-à-dire que moi, je sais que je vaux ce que je vaux. Par contre, le regard des autres est encore difficile. Ouais. Le regard des gens que je ne connais pas, type ceux dont je vous disais tout à l'heure qui ne me connaissent pas et qui me donnent qui m'assènent des coups de massue comme ça, verbalement, de façon totalement incompréhensible. Voilà, ça, j'ai encore du mal à l'accepter. Et c'est pour ça que, juste pour rebondir sur ce que disait Stéphanie tout à l'heure, moi, personnellement, je trouve qu'en termes d'équipement, on fait beaucoup de progrès. Maintenant, pour moi, le vrai progrès où là, il y a vraiment encore du boulot à faire, c'est dans entre guillemets, l'éducation au handicap pour le grand public, parce que moi, je trouve super qu'il y ait des aménagements partout. Franchement, je les trouve très confortables pour moi. Après, quand je suis obligée de les demander, je suis confrontée au regard et aux paroles assénantes des gens qui gèrent ces équipements-là. Et on est dans le rapport humain et dans la connaissance et la culture du handicap qui n'est pas du tout encore entrée dans la conscience des gens, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment un gros travail à faire en termes d'éducation du grand public. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir rebondir sur ce sujet, effectivement, je crois que les lois ont joué sur les aménagements, sur les équipements, etc., mais n'ont pas permis encore de jouer sur les mentalités. Et depuis, je dirais, une dizaine, quinzaine d'années, on commence à inclure, désolée, mais de mixer enfin dans les écoles, dans les crèches, dans les écoles. Et quand on voit le regard, justement, le non-regard des enfants sur des enfants en situation de handicap, ces enfants-là, voilà, ils vont grandir un jour, ils sont en train de grandir, et dans 5, 10 ans, ils seront dans les entreprises et ils auront enfin ce non-regard spécifique sur les personnes en situation de handicap. Donc ça a commencé au niveau des crèches, des écoles, etc. Donc il faut que maintenant ça continue. Bien évidemment, l'inclusion, enfin la présence d'enfants en situation de handicap et maintenant d'adultes dans les entreprises, c'est en train de monter en puissance. Et ces enfants-là, ils vont devenir des adultes et un jour, ils auront plus la question du handicap en tête. Ça fera partie intégrante de leur vie, ça fera partie intégrante de leur entreprise, ça fera partie intégrante et ils auront été mis au contact, je ne veux pas dire confrontés, mais mis au contact des difficultés. J'ai vu récemment une petite citation qui disait je n'ai pas des difficultés, je suis handicapée. Et voilà. Alors après, est-ce que je suis handicapée, j'ai pas des difficultés? Mais non, je n'ai pas de difficultés. Je suis handicapée, donc c'est comme de la même manière, ça n'a pas été de votre faute, c'est de la faute de personne d'ailleurs. Et ça, il faut bien que les gens en aient conscience et l'intègrent dans leur regard aux autres. Mais ce qui est valable du handicap est valable aussi de toute discrimination, de toute manière.
la question du handicap renvoie à la discrimination avec un grand D, c'est-à-dire aux discriminations au pluriel. Oui. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, quand on parlait de la visibilisation, c'est vrai que dans les discours féministes, on retrouve très peu de chiffres ou cette vision, on va dire, pour les personnes en situation de handicap. Vous avez partagé dans le chat notamment pas mal de chiffres. Est-ce que vous pensez que ces chiffres-là doivent être visibilisés et faire partie intégrante des discours féministes, justement, pour lutter contre les discriminations avec un grand D? Moi, je vais vous donner un dernier chiffre. 0,8% des personnes sont victimes de violences sexuelles par an. 0,8%. Ce chiffre est multiplié par 2 pour les personnes en situation de handicap et multiplié par 6 pour les personnes en situation de handicap mental. Et dernier chiffre, 88% des femmes autistes sont victimes de violences sexuelles. 88%. C'est juste hallucinant. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de mamans, d'enfants, filles en situation autistique parce que c'est juste terrible. C'est terrible. Donc, évidemment, alors moi, je ne suis pas pour mettre en avant tous ces chiffres en permanence et puis voilà, je veux juste que les personnes en situation de handicap et les femmes particulièrement ne soient plus oubliées des discours féministes, qu'elles soient pas mises en avant, voilà, justement, ce sont des femmes comme toutes les autres, mais qu'elles soient pas oubliées en tous les cas. Et moi, je voudrais des femmes comme les autres, oui, je rebondis là-dessus aussi à mon tour, parce que moi, quand j'ai rencontré Olivia, c'est dans un cadre professionnel. Et si je n'avais pas su par ailleurs qu'elle était en situation de handicap, je ne l'aurais pas su. Parce que de ce handicap, j'ai l'impression, Olivia, que vous en avez fait une force. Et cette force, vous l'utilisez pour accompagner les autres, puisque vous êtes coach aujourd'hui. Vous avez trouvé votre voie professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment vous êtes arrivé à finalement à trouver cette voie et qu'est-ce que ça vous offre que d'accompagner d'autres personnes? Comment vous vous sentez dans ces accompagnements? Est-ce que véritablement ce handicap, vous en avez fait une force ou c'est encore un grand mot pour vous? Non, je crois qu'aujourd'hui, bon, après les ans à mon mari, ça a pris du temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait un gros boulot aussi. J'ai moi-même été coachée de nombreuses reprises pour aller petit à petit vers l'acceptation. Et aujourd'hui, je pense que j'ai accepté mes limites. Par contre, ce que je sais, et de façon certaine, et c'est en ça que j'ai trouvé important de transformer ça en projet professionnel, parce que je suis persuadée qu'on peut aller au-delà de ces impossibles. J'en suis la preuve vivante. Moi, quand j'ai une difficulté devant les yeux, mais la difficulté fait partie de mon quotidien. C'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est tout le temps. Et si je devais m'arrêter à chaque difficulté rencontrée, c'est ce que m'ont dit les nombreux médecins dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup d'entre eux m'ont dit le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous voilà, n'essayez pas trop bouger, vous allez vous fatiguer trois fois plus vite que tout le monde. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est d'en faire le moins possible. À quoi est-ce que vous vous apprêtez? Excusez-moi, j'ai un chat qui miaule à côté de moi. Vous avez une vie qui. Je voulais pas moi me projeter dans une vie où j'en ferais le moins possible pour me. Voilà, désolée, il est là. Je voulais pas d'une vie où j'en ferais le moins possible. Ça me paraissait pas assez porteur pour moi. Et du coup, j'ai transformé ça dans une activité professionnelle qui me permet d'accompagner tous les autres, alors pas uniquement les personnes handicapées, mais on a tous des limites, on a tous des impossibles, des petits cailloux dans la chaussure. Et je suis persuadée que si on regarde les choses du bon angle, on peut surmonter plein de choses. Et si moi j'y arrive,
alors tout le monde peut le faire. Donc moi, mon but et mon rôle aujourd'hui dans ma pratique professionnelle, c'est simplement d'aider les gens à surmonter leurs impossibles à eux. Moi, j'ai les miens, on a tous les nôtres, mais si on regarde les choses de la bonne façon, on a tous les moyens de surmonter ça. D'autant plus que ce n'est pas du coaching forcément ordinaire, hein, vous êtes investi aussi dans le coaching solidaire, hein, parce que dans la période que l'on vit, vous avez considéré que d'autres personnes avaient aussi des besoins, qui étaient les personnes en situation de précarité, que ce soit les soignants, que ce soit les étudiants, et vous êtes aussi beaucoup investi dans ce domaine-là. Bien sûr, en fait là, on vit tous quelque part, entre guillemets, pour une fois, je voudrais pas que ce soit mal pris ce que je dis, mais pour une fois, on est tous confrontés à une difficulté majeure qui nous dépasse tous. On est tous dans le même bateau. Et on va s'en sortir, je suis persuadée. Par contre, il faut savoir, faut pas se tromper dans la façon dont on considère le Covid et tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et moi, mon rôle, c'est justement d'aider les gens qui sont acculés et qui n'ont pas les moyens de prendre de la hauteur, de le faire, de les aider, quoi. Puisque j'ai les moyens de le faire, autant que je me mette à disposition de ceux qui sont acculés de toutes parts et que le Covid vient encore fragiliser en plus. Moi, je trouve que c'est un beau paradoxe qu'une personne en situation de handicap aide des personnes valides en situation difficile en ce moment, mais je trouve que c'est un beau paradoxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les personnes en situation de handicap sont des guerriers, franchement. Comme je l'ai dit en introduction, ils se battent au quotidien en permanence contre eux-mêmes, contre les difficultés du quotidien technique, organisationnel, de communication, de déplacement. C'est un combat permanent. Ce sont des guerriers. Donc, ce sont des modèles et ils ont plein de choses à montrer et plein de choses à expliquer et plein de choses à apprendre aux autres, de loin, mais de loin, très très loin. Et ne parlons pas de la résilience. C'est quoi vos prochains projets, Olivia? Est-ce que vous pouvez encore aller plus loin? Non, alors déjà, je vais commencer par boucler ce projet-là, parce que j'ai quand même devant moi plus de 3000 km encore à parcourir dans le désert. Donc, c'est un gros projet qui, pour l'instant, absorbe tout jusqu'au mois de juin. Fin juin, je pense. Voilà. Là, pour l'instant, ça absorbe toute mon énergie. J'arrive pas à me projeter plus long que ça pour l'instant. C'est exactement ce que disait Stéphanie par rapport au rapport au handicap. À chaque jour suffit sa peine. Moi, mon problème là, c'est de régler demain. Aujourd'hui et demain, puis après on verra, mais j'arrive pas. Pour l'instant, les difficultés sont immenses devant moi, donc je peux pas me projeter plus loin que ce que j'ai devant les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal de rêves encore, j'ai pas mal d'envie encore, mais pour l'instant, je suis trop concentrée dans ce que je fais pour penser plus loin. Mais pour répondre à votre question, je suis en Afrique parce que l'Australie n'a pas voulu de moi. Au départ, je voulais traverser l'Australie d'est en ouest. Ça n'a pas pu se faire, donc s'il y a un prochain projet, ce sera certainement l'Australie, quand elle voudra bien réouvrir ses portes. En attendant, je signale quand même qu'Olivia a un blog, qu'on peut la suivre dans ses périples et qu'on serait ravis de l'accueillir quand elle reviendra au mois de juin pour faire un petit point de nouveau avec elle. On a l'habitude d'être à l'heure, il nous reste 5-6 minutes. Je vais peut-être laisser le dernier mot de la fin à chacune. Alors Olivia, Stéphanie, un petit mot de la fin, et puis Mme Kédine Bataille, je vous laisserai donc le plaisir de clore cette conférence si vous le voulez bien. Un petit mot de la fin, Olivia? Oui, avec plaisir. En tout cas, déjà, un grand merci à vous toutes pour l'invitation, un grand merci à tous ceux et toutes celles. J'espère qu'il y aura aussi des hommes d'avoir participé à cette conférence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup l'opportunité de mettre ce sujet-là sur la table publiquement. Moi, c'est la première fois que je le fais. Ça a été un grand plaisir. J'espère simplement que
que ça pourra changer peut-être, si ça peut faire ça, changer le comportement ou en tout cas ouvrir des petites portes sur le rapport à l'autre qui devrait être juste normal, qu'on soit handicapé ou pas, ou noir ou blanc ou jaune. Le rapport entre êtres humains, il doit être juste normal. Donc si cette conférence peut servir à planir un peu les relations entre tous et permettre une meilleure compréhension de chacun, alors on aura gagné. Et puis mon plus grand souhait, c'est qu'un jour ce satané mot d'inclusion disparaisse de notre vocabulaire. Et pour ça, il faudra que de plus en plus de gens soient sensibilisés aux différents types de handicap. Et c'est à ça que sert ce genre de conférence. Donc, merci beaucoup. Stéphanie? Oui, évidemment, merci pour cette tribune, merci pour cette fenêtre des femmes invisibles. Merci de permettre qu'on puisse jeter un regard sur les multiples discriminations dont les femmes en situation de handicap sont victimes, sur ces surdiscriminations. Tout ce que je peux dire, c'est que bon voilà, au niveau de la mairie de Dijon, c'est un sujet qui est pris à bras le corps, ne serait-ce que par la nomination d'une adjointe contre les violences faites aux femmes, contre deux délégués au handicap et donc moi à la question de l'inclusion. Donc déjà c'est une volonté politique affichée de porter et de faire avancer ces problématiques. Voilà, on est face à un mur, on n'est pas là pour mettre une brique en plus, mais au contraire pour en enlever à chaque fois qu'on fera ces interventions, ces communications, ces échanges pour enlever justement à chaque fois une brique et que, comme Olivia le dise, qu'on soit tous égaux. Alors bon, c'est politique, c'est philosophique, c'est universel et bon, ça porte aussi sur les personnes, sur les femmes en situation de handicap. Sylvie Bataille? Ludmilla, voulait pas dire un petit mot? Non, en fait, moi, je regardais juste dans le chat et donc je voulais juste vous faire le retour que voilà, les échanges ont été très appréciés, notamment l'aspect optimiste et le partage de chiffres. Donc voilà, je rajoute juste ça et évidemment, pour moi, c'est un réel plaisir de participer à toutes ces conférences et de rencontrer toutes ces personnes enrichissantes. Et c'est dur à dire. Non, mais très rapidement pour qu'on tienne le temps. Et puis, de toute façon, je passais derrière Olivia et Stéphanie qui mènent ces combats chacune à leur manière. Ça reste très anecdotique, mais en tout cas, ça me conforte une fois de plus à travers cette 4e conférence dans le fait que ces combats, on a à les mener ensemble, Stéphanie, ensemble, Olivia, ensemble avec toutes les personnes présentes aujourd'hui. Nous avons le devoir, nous les élus locaux, de mieux protéger les femmes victimes de violences et les femmes en situation de handicap victimes de violences. Nous avons le devoir de dire, de mentionner ces chiffres. Ce que tu as mentionné, Stéphanie, il faut justement marteler parce que ça ne doit plus être des sujets tabous ou cachés et il faut que les délégations qui ont été créées s'incarnent concrètement à travers cette communication auprès du public pour qu'un jour, il n'y ait plus d'inclusion, de délégation à l'inclusion, pour qu'un jour, il n'y ait plus de délégation à l'égalité femmes-hommes. Mon devoir aussi, et je l'avais dit lors d'une commission accessibilité à la ville, c'est que nous intégrions systématiquement l'égalité, la dimension de l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques de handicap et qu'à l'inverse, qu'on prenne en compte le handicap, comme tu l'as dit, dans toutes les dimensions de l'égalité femmes-hommes et puis dans toutes les politiques publiques. Et puis, que nous puissions réfléchir, je lisais ce qu'écrivait le planning familial de Côte d'Or, hein, que je remercie de sa présence, il faut réfléchir à la manière d'encourager la participation des femmes en situation de handicap dans les associations féministes, parce que ce sont elles aussi des guerrières dans les associations féministes. Et donc, ces combats doivent se mener de concert.
Voilà, un petit mot pour Olivia et puis une petite citation. Alors, c'est « Être optimiste est un combat », évidemment, et vous l'incarnez précisément toutes les deux. Et puis surtout, vous avez été la preuve vivante, et vous l'êtes évidemment, que la femme et la citoyenne soient plus visibles que la personne en situation de handicap. Et moi, j'ai pris une grande leçon d'humanité. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre présence. Et encore une fois, merci à Marie et à Ludmila pour leur aide très précieuse. Merci à vous toutes. Bel après-midi. À très Merci bientôt à pour la toutes. Belle prochaine journée. conférence, 18 mars. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.